Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Nous remercions Kedge Business School et Malakoff Humanis pour leur soutien à cette émission. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente en charge du commerce et de la dynamisation des centres-villes. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir 4 entrepreneurs du territoire et nous allons vous les présenter. Christophe, bonjour. Bonjour, donc oui, je suis Christophe Caille, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années, ancien fondateur d'une entreprise qui était dans les énergies renouvelables, Caméra Énergie, et fondateur et président d'un mouvement qui est le mouvement Entrepreneurs pour la planète. C'est un mouvement qui fédère des dirigeants d'entreprise autour de la démarche entrepreneuriale et environnementale et qui fédère des dirigeants d'entreprise et des porteurs de projets environnementaux pour qu'ils coopèrent pour faire de l'entreprise le bras armé de la transition écologique. Merci. Bonjour Hervé. Bonjour. Donc Hervé Beccaria, je suis le directeur général de la RTM, la Régie des Transports Métropolitains, qui est le principal opérateur de mobilité de la métropole. Donc on opère sur la ville de Marseille et les communes limitrophes, et puis également sur d'autres territoires de la métropole, à Martigues, à La Ciotat, et puis on exploite aussi le tramway du réseau d'Aubagne. D'accord, merci. Bonjour Pascal. Bonjour, je suis Pascal Picazo, je suis directeur régional pour l'enseigne Lidl sur la région Provence. Donc on a une plateforme logistique qui abrite la direction régionale sur Rousset et qui dessert depuis là 58 supermarchés, donc essentiellement sur les Bouches-du-Rhône, une partie du Vaucluse, la partie ouest du Var et le 04 et le 05. Merci. Bonjour Renaud. Bonjour, je suis Renaud Guess, fondateur ou cofondateur de la Cité Chef, qui est un collectif de chefs nomades sur Marseille et sa région. On travaille beaucoup en B2B et pour le particulier sur le bassin. D'accord, merci. Alors, ce matin, on se réunit pour parler évidemment de ce sujet dont on ne parle plus que de ça depuis un an, le Covid. On aimerait bien savoir, nous, à l'UPE 13, comment on se réinvente dans chacune de vos structures, à quoi on pense, est-ce qu'on pense à la relance, comment on y pense. Christophe, l'environnement, c'est un sujet qui est au cœur de tout, comme le Covid. Est-ce que le Covid, ça a freiné l'engouement des gens pour l'environnement, les inspirations que les entreprises avaient pour développer ce sujet qui était peut-être un peu mis à mal depuis quelques années? En fait, au contraire, ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience qu'il y avait un vrai sujet environnemental, parce je pense qu'il y a un lien entre ce que l'on vit et l'impact que l'on a sur la planète. Il y a des scientifiques qui ont démontré que cette pandémie était une première, il risquait d'y en avoir d'autres liées à ce qu'on avait fait sur la biodiversité, la déforestation. Voilà, donc ça fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 80% des chefs d'entreprise qui ont envie d'agir en faveur de l'environnement. Extraordinaire, ça n'arrivait pas avant. On est une base qui est solide. Le problème, c'est le passage à l'acte. Et c'est vrai, moi je vois depuis un peu plus de 2 ans où on a lancé le mouvement Entrepreneurs pour la planète, une accélération pendant la phase pendant cette période où beaucoup d'acteurs ont utilisé cette période pour réfléchir, prendre du recul par rapport à leur activité, au sens qu'ils donnaient à leur activité. Et ça a plutôt un effet booster. On travaille beaucoup actuellement avec des interlocuteurs du milieu de la finance. Et la plupart des interlocuteurs que je rencontre aujourd'hui me disent, nous, depuis 3-4 mois, on a accéléré sur cette démarche-là. Le financement impact, le financement ESG a beaucoup, beaucoup de sens. Et il y a beaucoup de demandes au niveau aussi bien des entreprises que de l'ensemble des acteurs économiques. Donc c'est un accélérateur pour moi. Et moi, j'ai eu une période, un peu comme tout le monde, au premier confinement en mars, où j'ai ralenti, en disant qu'est-ce qu'on va faire, et je suis un peu tétanisé comme tout le monde. Du coup, j'ai pris du recul sur ce qui se passait, et quand on est sorti du confinement, j'ai dit plus jamais ça. Et donc nous, on a accéléré, développé plus fort que jamais. Donc on est à 200% sur le déploiement de la plateforme et du mouvement, et ça marche très bien, parce qu'en fait, on est un outil qui permet aux entreprises de passer à l'acte. Et ça répond à un vrai besoin, une vraie demande, quels que soient les secteurs d'activité, quelles que soient les tailles d'entreprise.
On a de la toute petite entreprise à des très grosses entreprises. Oui, c'est le cas de Lidl, par exemple. Vous avez été sacrément mis en avant pour l'environnement. Vous avez refait vos structures en faisant vraiment un côté green, non? Oui, on a activé fortement une transformation depuis 2012 et effectivement qui s'est avérée sur plusieurs secteurs de nos activités, à la fois sur la construction de nos bâtiments, qui se veut effectivement aujourd'hui beaucoup plus éco-responsable et beaucoup plus verte, sur notre manière d'acheter. Également, on fonctionne aujourd'hui avec davantage de Made in France. On s'est rapproché du monde agricole également, parce avec plusieurs éleveurs, avec plusieurs agriculteurs aujourd'hui, on contracte des accords tripartites qui permettent une plus juste rémunération des producteurs et des éleveurs. Et cette transformation, on l'a aussi dans nos structures RH, dans la manière dont on recrute aujourd'hui, par exemple, essentiellement en CDI. Et effectivement, tous ces aspects-là ont contribué au changement d'image et à conforter notre modèle de proximité qui nous a aidés à fonctionner durant la crise. Oui, on veut des structures où les salariés sont aussi bien traités que les clients, quoi. Exactement. C'est ça. Et ça se ressent alors dans l'assiette, Renaud tout cet environnement, Oui. cette remise en question du Covid, les animaux qui sont revenus dans la rue l'année dernière, tout ça, on le ressent. Même si pour vous, attention, on n'a pas mangé de sanglier. Lourdement impacté, c'est compliqué. Oui, monsieur parlait d'un retour un peu au green. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience énorme, surtout sur le premier confinement, au début, où tout le monde parlait de qu'est-ce qu'on a fait à la planète, quoi. Donc sur la restauration directement, depuis quand même toujours, il y a eu, ça date. Après, comme on a basculé sur le tout emporté, effectivement, aujourd'hui il n'y a plus un emballage qui est pas recyclable, quoi. Donc il y a eu énormément une accélération énorme pour la transformation de l'emballage. Sur l'emballage, c'est fou, quoi. Ouais. On n'aurait pas pu le faire. Hors Covid, c'était impossible de passer de ce stade. Si, ça aurait pu être possible, mais c'est vrai que je pense que ça a été un accélérateur. Et en tout cas pour nous, je sais pas pour vous, mais la vision d'un menu emballé est plus sympathique qu'avant. Voilà, je trouve que ça a eu un effet quand même positif sur la vision de l'emporter. Ça vous a appris à faire de l'emporter. C'est un marché que vous avez développé. Vous parliez de B2B et d'intervention chez les particuliers. Est-ce que le Covid vous a fait travailler une étape ou une phase de votre métier que vous n'auriez pas creusé si profonde s'il n'y avait pas eu de Covid? Alors, c'est évident. Ouais. C'est évident. Après, ça n'a pas révolutionné puisqu'on était déjà sur le, entre guillemets, j'aime pas cette appellation, mais plateau repas, parce que les entreprises adorent ça. Mais c'est vrai que le livret réchauffé à domicile ou en entreprise, ça existe depuis des années, quoi. Et ça continuera, quoi, je pense. Après, il y a une autre forme de livret qui est arrivée, c'est-à-dire qu'on n'est plus trop sur des plateaux, on est sur des petites box qui s'échangent, un peu comme les Américains, quoi, qui te filent un sac en craft, on va pas les citer, mais voilà, avec plein de box. Et tu fais ton petit menu sans plateau, quoi. Et ça s'est un petit peu démocratisé, voilà, ce côté un peu plus cool, quoi. Voilà. Tendance américaine, pas strict, mais voilà, plus cool. Donc il y a eu énormément là-dessus, et nous on n'a rien inventé. Bon, après on s'est mis très vite, on a fait du menu pour les particuliers, pour les entreprises et ça a très très bien marché au début, parce que à Marseille, on va parler de Marseille, un marché qu'on connaît un peu mieux. Les restaurants ont mis du temps avant de s'y mettre. Donc au début c'était l'or noir. Voilà. Les premiers restos qu'on fait de l'emporter, ils ont explosé, quoi. Donc ça a été la première partie. Après il y a eu beaucoup de concurrence, donc c'était un peu moins intéressant. Et aujourd'hui la tendance est plutôt à l'Uber Eats, qui est revenu et qui a explosé. Donc ça c'est le grand gagnant du Covid. Et quelques restos qui continuent, mais c'est pas... voilà. Pour donner un exemple intéressant, on n'aurait jamais vu un étoilé faire de l'emporter. Jamais. Pour moi, c'était la folie. Oui, il y a eu des menus. Ils jouaient dans la même cour que les autres, quoi. Donc ça, c'était fort, quoi. Et
Et les gens arrivaient quand même à acheter des menus à 100 balles, quoi. Oui, à 100 emporter euros, le quoi. dimanche midi. On a vu des restaurants, même à l'extérieur de Marseille, spécialisés dans des produits de choix, proposés le mardi, le samedi. Donc, on se réinvente. Et C'est vous, étonnant. alors, Hervé, la RTM, on s'est réinventé pour ce Covid Alors, aussi? nous, on s'inscrit complètement dans ce qu'a dit Christophe, à savoir que on considère que la préoccupation sauvegarde de la planète et la préservation de l'environnement doit être un levier pour l'après-Covid. Sur 2020, on a eu, comme l'ensemble des opérateurs, en France et dans le monde, une forte diminution de fréquentation. On pense que la situation va encore durer tout 2021. On espère un rebond mi-2022. Et pour reconquérir la clientèle, c'est-à-dire redonner envie de transport en commun, de transport collectif, il va falloir mieux rassurer sans doute qu'aujourd'hui les usagers des transports sur ce que sont les conditions de sécurité sanitaire, le sentiment de sécurité au sens large. Il faudra sans doute aussi retravailler la gamme tarifaire, puisque on peut considérer que le télétravail restera quelque chose de bien plus développé que ce que ça pouvait l'être avant le Covid. Et donc on considère que une fois cette période passée, la préoccupation environnementale redeviendra une priorité citoyenne et que tout le monde aura davantage d'appétence pour les transports en commun. Aujourd'hui, 52% des voyages qui sont effectués sur le réseau RTM, c'est à peu près 900 000 voyages jour, sont effectués en mode non polluant, c'est-à-dire en mode électrique, les modes lourds, métro et tramway, et puis on a également quelques bus électriques. Et on a décidé de transformer l'ensemble de la flotte de bus, et un peu plus de 600 autobus, en autobus électriques. Et dès la rentrée 2021, on recevra les premiers autobus électriques qui vont équiper plusieurs lignes, la 42, la 81, en plus de la ligne 82. Et progressivement, tous les bus thermiques seront remplacés par des bus électriques. Ceci étant, il faut bien être conscient que, compte tenu de ce qu'est l'âge moyen du parc RTM, il est déjà extrêmement performant en termes de rejets polluants, que ce soit en CO2 ou en particules fines. Les rejets entre 2015 et aujourd'hui ont diminué de plus de 50%. Voilà, donc la préoccupation environnementale, c'est quelque chose qui doit être le levier du retour à la fréquentation. Tout à fait. Oui, les jeunes vont se remettre à fréquenter la RTM si la RTM prend le virage. Les jeunes sont très exigeants, on peut le dire ça. La jeune génération, les adolescents, avec l'environnement, beaucoup plus exigeants que... Ceux qui sont très exigeants, c'est pas forcément les adolescents, mais c'est les jeunes après le lycée, l'université et jeunes actifs. Eux, ils sont très exigeants. Les jeunes le sont, mais c'est moins palpable. C'est ce qui est très intéressant au niveau de l'entreprise, c'est que les jeunes vont réclamer ça pour être embauchés par les entreprises. Ça fait partie des critères de sélection des entreprises. Donc, effectivement, les entreprises sont obligées de bouger. Mais je rebondis. Je pense qu'il y a un avant et après Covid par rapport à la vision qu'on a de la protection de l'environnement. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde est affairé à essayer de faire vivre les entreprises. En même temps, il n'y a jamais autant d'argent dans les circuits financiers. Donc, il y a énormément d'argent. Donc, il y a des entreprises qui s'en sortent très bien, des entreprises pour lesquelles c'est difficile. On est dans une période où on se réinvente, en fait. Il y a des entreprises qui vont disparaître. Celles qui ne vont pas être capables de rebondir, de s'adapter, parce qu'on est vraiment dans un nouveau monde. Mais par contre, il y a un potentiel d'innovation, de création extraordinaire autour justement de la préservation de l'environnement. Il y a plein de nouveaux services, plein de nouveaux produits à inventer. Donc toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, peuvent embarquer dans cette démarche-là, parce qu'il y a une demande des collaborateurs, des partenaires. Je vous parlais tout à l'heure de la finance. La transformation de la finance en ce moment vers la finance verte, il y a une accélération qui est incroyable. Moi, je le vois en ce moment. Donc ça va beaucoup changer. Et puis le consommateur, on a tous envie, si demain vous allez chez Lidl et que vous avez
et s'il vous plaît, réfléchissez-y, mais c'est que vous avez des rayons où vous avez autant de produits bio que de produits qui ne le sont pas, vous allez voir que les produits bio, ils vont se vendre. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un rayon bio et puis le reste ne l'est pas. Demain, si on a dans les rayons du bio et du pas bio, vous verrez que c'est celui-là qui va se vendre. Voilà. Donc, il y a une demande forte et une prise de conscience qui est très forte. Donc maintenant, à nous, au niveau de nos entreprises, surtout d'amener des solutions plus durables, des produits plus respectueux de l'environnement. Si on les amène, ces produits, on va aller vite. Et c'est l'idée d'Entrepreneurs pour la planète, c'est ça, c'est de dire que soyons le bras armé de la transition écologique, parce que c'est nos entreprises qui développons, qui concevons, qui distribuons les produits CIRIS que tout le monde consomme. Oui, donc, finalement, c'est nous qui avons la main. Ouais. Finalement, on a apporté aux salariés comme aux clients, d'ailleurs, moi qui suis dans le commerce, on a apporté aux salariés comme aux clients de la sécurité en entreprise pour cette période de Covid. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on va leur amener avec l'après-Covid, la relance. Il y a des pistes chez vous. Lidl, c'est un gros groupe. Vous avez des idées. La sortie de crise, vous la voyez arriver comment, sous quelle forme de la transformation, vraiment voilà. Déjà, la précision qui me semble importante, c'est la manière dont on est entré dans la crise chez Lidl. On a fait tout de suite le pari d'investir durablement sur les dispositifs qu'on mettait en place pour protéger nos clients et pour protéger nos salariés, en pariant sur le fait que la crise n'allait pas durer que quelques semaines. Donc on a tout de suite installé des protections en verre trempé, par exemple, autour de nos caissiers-caissières en caisse. On a tout de suite investi dans des systèmes de filtrage automatique des clients pour justement pouvoir mesurer et pouvoir gérer le nombre de clients qu'on avait dans le supermarché. Et c'est ce qui a toujours fait la force de Lidl depuis qu'on existe, depuis 30 ans en France. C'est sa faculté de s'adapter aux contraintes du marché, aux concurrents et aussi à ce qui se passait dans l'environnement. Et le deuxième aspect qui fait notre force aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, c'est notre maillage territorial. Aujourd'hui, il y a plus de 1550 supermarchés en France, donc c'est-à-dire que chaque consommateur a un Lidl à moins de 10 minutes de chez lui. Et on parlait tout à l'heure d'environnement et de choix de produits. On a fait depuis toujours le choix d'un assortiment sélectionné. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir tous les produits qui existent sur le marché, mais on veut choisir le bon produit qui correspond aux bons besoins. Et on s'attache aujourd'hui à la manière dont il est fabriqué et à l'endroit où il est fabriqué et à qui le fabrique. On a une campagne qui va démarrer dans quelques temps, je parlais tout à l'heure de notre rapprochement avec le monde agricole, qui va souligner cet aspect-là. Aujourd'hui, encore récemment, vous l'avez peut-être suivi dans les actualités, on a décidé d'augmenter notre lait de 2 centimes et de se démarquer de tous nos concurrents, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui notre lait qui est vendu 2 centimes plus cher que chez Leclerc ou Auchan ou d'autres concurrents, parce que justement on contracte en amont avec les éleveurs, avec les producteurs, et ces 2 centimes ils vont pas changer peut-être grand-chose pour le consommateur, par contre il va changer beaucoup de choses pour l'éleveur, et c'est en faisant ce type de pari aussi, et ce type de choix qu'on s'inscrit dans des relations durables avec nos fournisseurs, avec les agriculteurs, avec les producteurs, pour ce qui seront les produits de demain. On met les consommateurs dans une ambiance où tout le monde est responsable du rôle qu'on veut donner à l'entreprise, à la vie en général. Exactement. Et on l'a, là aussi, je parlais de l'ancrage qui est fort avec le monde agricole, mais on l'a aussi avec le monde associatif. Ça fait désormais plusieurs années qu'on a un partenariat avec les Restos du Cœur. On est les premiers partenaires sur notre secteur avec les restos. Tous les matins, quand vous allez chez Lidl, vous trouvez des produits, des cagettes à 1 euro, de fruits et légumes qui sont plus forcément dans le critère qu'on attend au niveau de ce qu'on souhaite vendre, par contre qui sont encore consommables. Donc on fait profiter nos clients de ce prix-là, et en même temps 50% de la cagette, donc 50 centimes, va directement au Resto du Cœur. Pareil sur des produits à date de péremption qui sont à date du jour. On a des bradages à 50 centimes par exemple sur la viande volaille, avec la moitié qui est reversée au Resto du Cœur, donc ce qui nous a permis de faire plusieurs actions. L'année dernière, par exemple, sur l'arrondissement du 15-16 à Marseille, on a pu renouveler 2 camions qui étaient obsolètes pour la tournée des Restos du Cœur. Donc c'est à la fois je disais, la manière dont on va fabriquer nos produits demain, dont nos fournisseurs vont pouvoir continuer à travailler durablement avec nous, et la manière dont on peut être responsable en tant qu'entreprise au niveau local pour soutenir des actions qui sont malheureusement nécessaires et solidaires. Oui.
Donc c'est vrai qu'on a vu se transformer ça avec le Covid et ça c'est bien agréable. Les entreprises finalement qui sont agiles, les entrepreneurs qui sont agiles se sont vraiment remis en question. Renaud, vous, Oui. Comment vous voyez la sortie de crise ? Elle va arriver dans un long moment, enfin chacun peut donner son avis là-dessus, hein. On pense qu'elle va peut-être pas arriver tout de suite. Nous concernant, sur le marché des traiteurs, C'est parce que c'est un marché qui est lourdement impacté, ouais, même si il est vous impacté sur le réinventez, volume. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'événements, du coup, il y a 2/3 du chiffre qui s'envole facilement, quoi. Ouais. Donc on espère beaucoup sur l'après-Covid, mais il ne faut pas se cacher quand même, hein. On est dans un pays où on est aidé, le monde de la restauration est très bien aidé. Il faut quand même arrêter de Alors on en divulguer a parlé, Ouais. en 2020, 40% de moins de dépôts de bilan. Ouais. Donc est-ce qu'en 2021, on va avoir les dépôts de bilan de 2021 plus ceux qui n'ont pas eu lieu en 2020 ? peut-être. Et pourtant, on a reçu ici des restaurateurs, des gens qui ont été comme vous très lourdement impactés, qui nous ont dit on est vraiment aidés. Il faut le reconnaître, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pas délirant. Nous, on est obligé de travailler. Ouais. Il y en a qui sont même plus obligés de travailler. Nous, on est obligé de travailler. Et c'est normal. Et on est content de pouvoir travailler. On Et a puis on cette perd chance-là. pas la dynamique. Voilà, dans la tête, c'est hyper important. Après, il y en a d'autres qui sont un peu à la seringue, quoi. Ils sont aidés. Voilà. Donc pour eux, ça va être plus compliqué de s'y remettre. Il faut être réactif. Ouais, il faut être là. Et le Covid nous permet d'être là, voilà, de communiquer sur des axes différents et d'être présent. Donc ça, c'est important. À des sujets Complètement. Ouais. plus en profondeur. Ouais, d'approfondir plein de choses, de se restructurer, de se remettre en question, de travailler sur des... D'aller chercher du bien sûr, sens, très important. Parler d'action sociale. Voilà, après, il faut, quoi. Et je sais pas, je pense que, très sincèrement, l'après-Covid, ça va rien changer. Après, les habitudes vont... Est-ce qu'il y a un après-Covid ? Est-ce qu'il y a Pour les restaurateurs, on va continuer de vivre en étant bon tout le temps, en se disant qu'il faut être tout le temps agile, quand il n'y aura plus le Covid, il y aura autre chose ? Vous pensez ça ? Nous, on pense qu'il va falloir faciliter plus qu'aujourd'hui la vie des usagers des transports en développant les outils plus digitalisés que ce qu'ils sont aujourd'hui pour acheter son titre, pour identifier son parcours de bout en bout, y compris au-delà du périmètre uniquement marseillais. J'habite Aix, je viens jusqu'au centre de Marseille, quel est mon trajet le plus approprié, le plus rapide, etc. Également les titres dématérialisés, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec la métropole. Donc on pense que ça fera partie des sujets qui contribueront à rassurer les clients sur le côté safe des transports collectifs, puisque même si toutes les études montrent que les transports en commun ne sont pas un lieu de contamination, il y a forcément une proximité, notamment dans les bus aux heures de pointe, qui contribue à créer un sentiment peut-être un peu anxiogène. Pour autant, les études scientifiques montrent que c'est pas le cas et que les transports en commun en France et dans le monde, compte tenu des mesures de protection qui ont été mises en place dès le début de la crise, ne sont pas des lieux de contamination et ne sont pas des lieux de création de clusters. Et il n'y a jamais eu de cluster lié au transport en commun sur le réseau. Sur le réseau RTM. Donc on pense que un certain nombre de façons de fonctionner perdureront avec l'après-Covid et on pense que les mesures de protection, notamment de protection sanitaire, resteront ancrées et resteront une demande forte qui sera nécessaire de maintenir pour créer de nouveau le lien de confiance dans les transports en commun pour les usagers. Je pense que c'est une vraie obligation pour nous et c'est la condition de la relance et de la reconquête pour refaire venir
des gens dans les transports en commun, justement parce que ils contribuent à une meilleure qualité de ville, compte tenu de la... La sécurité dans la consommation. Oui, c'est ça. Des c'est transports, ça, des surfaces de vente. Mais encore une fois, et le sens, moi je pense qu'il va y aura forcément un avant et après Covid. Je ne peux pas imaginer qu'on reprenne l'activité comme avant, parce que La façon de vivre. Oui, la façon de vivre. Les gens auront vécu quelque chose, auront goûté à quelque chose. Ne serait-ce que les périodes de confinement, alors pour certains c'est difficile, mais pour d'autres c'est finalement assez confortable. Donc quand on va retourner, entre guillemets, travailler, on va se demander pourquoi je retourne bosser en fait. Est-ce que j'ai une bonne raison de retourner travailler parce qu'on m'a donné la possibilité de ne pas y aller, quoi. Donc les gens vont aller chercher, déjà il y a une quête de sens qui est en train de se mettre en place, et là ça va être encore plus fort. Donc franchement, les entreprises, elles vont avoir besoin de se transformer, elles n'auront pas le choix, quoi. C'est que le début de la révolution. La c'est- révolution green est en marche. Mais À la RTM, c'est- elle est en marche, on peut le dire. On peut plus créer des boîtes ou gérer des boîtes comme avant. On sera obligé de donner du sens, d'être plus collaboratif, plus coopératif, Plus à l'écoute. de bosser plus ensemble. Voilà, on peut pas continuer comme ça. De toute façon, la planète peut pas accepter qu'on continue comme ça. Enfin, c'est pas la planète, ça va être nous. Ceux qui vont souffrir, c'est les hommes et les êtres humains qui vont le payer. Et donc, si on ne change pas, les crises comme celle qu'on est en train de connaître, il y en a, Plusieurs. il y a plusieurs qui vont venir avec des vagues peut-être un peu plus fortes. Voilà. Donc, pour moi, il y a forcément un changement. Et puis, il y a une volonté, une envie de profiter qui va émerger quand tout le monde va être libéré, quoi. Il faut changer. C'est de faire de la crise une opportunité pour mais bien transformer. Pour transformer, et comme ça a été le cas, Renaud l'a bien souligné, la transformation de l'emballage qui a été, c'est vrai, si on s'attarde dessus, incroyable, qui n'aurait pas pu être mise en place dans une période normale, parce qu'il y a des restaurateurs qui auraient continué à consommer du plastique et tout. On va avoir la même chose avec l'environnement. La digitalisation, le service client. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette bonne matinée et puis je vous souhaite à tous de retrouver vos entreprises et sans confinement, croise les doigts, et puis avec du changement radical pour le bien-être de la planète et de nous. Bonne journée et merci à vous. beaucoup. Merci. Bonne journée.